Bonjour à tous, j'espère que tout fonctionne bien. On va faire un petit point au niveau technique. Je voudrais savoir si notre ami Marc est en ligne. Est-ce que tu m'entends, Christophe? Je t'entends très bien et je te vois même. Bonne Donc, nouvelle. OK. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux de vous avoir. Nous sommes pour l'instant environ 80 personnes qui sont en ligne en fait, sur ce webinaire. Premièrement, nous voulions tout d'abord émettre un message de solidarité et de soutien auprès de toutes les entreprises de formation qui sont aujourd'hui dans une difficulté majeure. Au-delà de cela, toutes les personnes qui sont touchées directement de près ou de loin par cette pandémie qui est en fait une situation unique que nous traversons et nous sommes vraiment touchés par toute cette difficulté que nous traversons. Nous avons donc sur ce webinaire voulu maintenir cette action parce qu'en fait beaucoup de gens travaillent en télétravail, c'est notre cas au niveau de l'ISQ. Il faut savoir que nous avons en fait aujourd'hui avec Marc, nous sommes en fait à distance évidemment. Donc nous allons avoir certainement quelques difficultés peut-être concernant à ce que la façon dont nous avions habitude de travailler par rapport en fait à cette situation technique un peu compliquée. Néanmoins, on va faire le mieux possible et je voulais en fait donc vous préciser quelques points. Le premier point, c'est que ce webinaire en fait sera remis en fait en replay. Vous allez avoir un mail qui va vous être envoyé très prochainement. Je pense que d'ici mercredi, vous aurez en fait le replay de ce webinaire. La deuxième chose, l'ensemble du slide de présentation que vous devez certainement voir apparaître, je l'espère tout du moins, à l'écran. Je suis en train de vérifier si c'est le cas. Je n'ai pas l'impression que vous ayez le partage de l'écran. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc en fait, ce support-là vous sera envoyé en fait lors de notre envoi par mail en fait d'ici mercredi. Le point en fait de situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui compte tenu du confinement de l'ensemble de la population, c'est que nous avons premièrement pour les gens qui sont en instruction sur la qualification au PQF, voire au PQCM, la possibilité de faire les instructions par système à distance. Donc, l'ensemble de ces qualifications sont maintenues pour les personnes et pour les organismes qui sont capables de pouvoir effectuer ce type de choses à distance, sachant que nos auditeurs, enfin nos instructeurs, en fait, sont capables de pouvoir le faire aussi. Ça, c'était concernant en fait les organismes de formation au PQCF, au PQM, au PQF, excusez-moi, et au PQCM. La deuxième chose, concernant en fait tout ce qui touche le point de la certification Calliope. Alors, nous avons en fait une impossibilité de faire les certifications, les audits à distance, et donc les audits doivent se faire directement sur site. Et donc, nous avons l'obligation en fait de interrompre l'intégralité de ces audits. Donc, jusqu'à maintenant, on a considéré qu'on allait les interrompre jusqu'au 15 avril. La deuxième chose, sachez qu'au niveau de l'ISQ, notre déléguée générale Catherine Terrien a fait une demande auprès de la DGEFP de manière à pouvoir permettre à l'ensemble de tous les organismes de formation d'avoir un report de la date de qualification, de certification Calliope. Ce report nous a été acté
On a reçu un mail ce matin. Nous avons été le seul organisme certificateur à faire cette demande. Et nous avons reçu un mail comme quoi ce report allait bien être réalisé. Par contre, nous n'avons pas de date précise, mais la date initialement prévue au 1er janvier 2021 pour la mise en place de Calliope va être décalée. Donc, il va falloir suivre évidemment l'évolution de nos décrets par rapport à ça. Et donc, on va pouvoir vous tenir informés évidemment sur ces points-là. Par contre, ce qui est possible, on peut effectuer des audits à blanc à distance, et c'est en fait les points sur lesquels en fait nous pouvons travailler de manière à distance. Ensuite, comment va se passer la situation après en fait la période de confinement? Donc, comme on ne connaît pas encore la date, évidemment, on ne peut pas en fait préciser exactement à quelle date on va pouvoir le faire. Néanmoins, à partir du moment où vous avez eu un audit qui a été planifié, nous allons donc reprendre contact avec vous pour les replanifier en priorité. Tous les organismes qui étaient en cours de négociation avec nous ou ayant en fait signé un contrat sans avoir de date. Ensuite, ce seront ces organismes-là qui seront en fait identifiés pour assurer les nouvelles dates, les nouveaux calendriers. Et puis, à partir de là, en fait, on arrivera à repositionner l'intégralité de notre démarche de certification, sachant que on aura un peu plus de temps qu'initialement prévu, ce qui est, de mon point de vue, ce qui était nécessaire et indispensable. Marc, peut-être que tu peux rajouter 2 ou 3 petits points par rapport à ça, si j'ai éventuellement oublié des éléments. Bon, je crois que tu as dit l'essentiel et le point important pour les organismes qui avaient sollicité des audits blancs ou des pré-audits. Ils sont aujourd'hui maintenus. En tous les cas, on propose de réaliser les audits à distance. Et ça devient mon activité quotidienne, donc ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, un planning de 2, 3, voire 4 audits blancs par semaine de programmés, malgré les circonstances. Donc, on voit que tout le monde est mobilisé de notre côté et aussi du côté des prestataires. Donc, n'hésitez pas de profiter de ces circonstances exceptionnelles pour, malgré tout, avancer et être prêt pour le jour J lorsqu'on pourra reprendre les audits initiaux. Je rappelle qu'on ne peut pas les faire puisque aujourd'hui, dans la loi, il est précisé qu'un audit initial se réalise en fait en présentiel et non pas à distance. Très bien, parfait. Donc, on va passer à la table des matières. Donc, nous avions toute l'introduction par rapport à la crise sanitaire. Vous avez en fait donc un certain nombre de slides. L'idée, en fait, c'est de faire des questions-réponses par rapport à ce webinaire, sachant qu'on a fait d'autres webinaires plus sur une émission proprement dit. Depuis un certain temps, nous avons un certain nombre de questions, donc on les a regroupées de manière à ce qu'on puisse répondre à l'intégralité de vos questions, ou tout du moins la plupart de vos questions, qui concernent 95% en fait des entreprises de formation. D'autre part, compte tenu malheureusement de la situation actuelle, notamment au niveau technique, nous n'allons pas pouvoir visualiser toutes les questions que vous allez nous poser. Et donc, on va les garder en mémoire. De toute façon, la plupart des questions qui nous seront posées certainement auront une réponse au cours de ce webinaire. Et donc, ce que je vous propose, c'est de minimiser un peu les questions, ou tout du moins peut-être les regrouper sur la fin si vous avez certains éléments. Donc, on part sur le premier slide. Alors, Calliope, quels sont les financements qui sont aujourd'hui ciblés par l'obligation Calliope, Marc?
Bon, on répète, hein, il y a deux grands types de financement. C'est ce qu'on appelle les financements publics et ou les budgets mutualisés. Donc, c'est vrai qu'on parle de tout ce qui vient des OPCO, les régions, l'État, Caisse des dépôts pour tous les organismes qui bénéficient ou qui vont chercher des formations sous le CPF, Pôle emploi et la GFIP. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est en fait par rapport au financement. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas de financement concerné par ce qui est mis en fait à l'écran, là, sur les cinq lignes qui sont indiquées à ce niveau-là, je n'ai aucune obligation en fait d'avoir Calliope. C'est bien ça, aucune obligation, sauf à vouloir aller chercher des budgets publics et ou mutualisés. D'accord, très bien. OK. Ensuite, deuxième slide que l'on va avoir. Alors, sur quels éléments doit-on se baser et sur quels éléments l'ISQ se base pour pouvoir en fait évaluer la durée en fait d'un audit, sachant que je crois qu'il y a plusieurs critères qui apparaissent en fait à l'écran. Oui, il y a plusieurs critères. Alors, ce n'est pas l'ISQ, hein, c'est bien évidemment défini dans les arrêtés qui sont sortis l'été dernier. On va prendre, et tous les certificateurs doivent prendre en compte plusieurs éléments. Le premier, le chiffre d'affaires qui est concerné. Donc, généralement, on se base sur le BPF. Le nombre de catégories d'actions que le prestataire souhaite certifier, il y en a 4 potentiels. Le nombre de sites dans le périmètre également à certifier, en sachant qu'on ne peut pas exclure de sites lorsque nous sommes un prestataire, et de voir si le prestataire bénéficie aujourd'hui d'une certification ou d'un label qui serait reconnu par le CNEFOP. Et vous avez un lien ici avec la liste reconnue. Et ce sont ces éléments qui nous permettent ensuite de pouvoir déterminer bien la durée de l'audit initial complet ou aménagé si l'organisme bénéficie donc d'une certification d'un label reconnu par le CNEFOP. Très bien. Concernant en fait le coût, Marc, le coût de Calliope, de l'audit Calliope, c'est un coût qui peut être pris en charge par je sais pas, des OPCO, par l'État. Ça se passe comment à ce niveau-là? À ma connaissance, aujourd'hui, l'audit est à la charge du prestataire qui demande sa certification. Est-ce que certains OPCO feront des efforts ou d'autres entités? À ma connaissance, à ce jour, non. D'accord, ouais, je pense qu'effectivement, c'est principalement financé sur les fonds propres de l'entreprise, hein. Concernant en fait le chiffre d'affaires, que je dois prendre pour pouvoir faire évaluer le nombre de jours en fait d'audit, puisque en fait ça c'est réglementé par le décret, le nombre de jours. C'est le chiffre d'affaires qui est en formation, si j'ai bien compris. C'est celui qui apparaît sur le BPF. C'est ça, oui, on va se baser sur le BPF si l'activité formation n'est pas l'activité principale et ou unique de la société. Donc, bien évidemment, on se réfère au BPF, qui est un des documents qui est demandé lorsque l'on va établir la proposition et avant la contractualisation. D'accord. Même si, en fait, mon activité représente une toute petite partie, hein, je dirais peut-être moins de 10% sur les financements qui sont ciblés par Calliope, je suis quand même bien obligé, en fait, de passer sur Calliope. Oui, obligé, si tant est que l'entreprise souhaite poursuivre, aller chercher ces quelques pourcents de fonds publics ou mutualisés. D'accord, ok, très bien. Concernant en fait le coût, sans rentrer trop dans les détails, mais le coût en fait, comment ça se passe au niveau de l'ISQ? Il y a un coût forfaitaire au niveau des déplacements? Comment ça peut se passer dans la mesure où en fait il y a un certain nombre d'organismes de formation qui peuvent aussi avoir des multisites à plusieurs endroits. Le prix du déplacement, il est évalué comment? Sur le territoire national, en fait, en tous les cas, sur la France, on dit qu'il y a effectivement un budget forfaitaire. Par contre, ceci ne s'applique pas pour les DOM-TOM où là, nous sommes amenés à travailler aux frais réels, sauf à ce que l'on puisse mutualiser un déplacement pour plusieurs organismes donc dans les DOM-TOM. Très bien, ok, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Toute petite précision aussi tout à l'heure. J'ai oublié
sur la slide précédente par rapport à ce qui concernait la sous-traitance. Est-ce que mes sous-traitants sont concernés par Calliope et dans quelles conditions? Est-ce qu'ils sont concernés? Ça, c'est à eux de voir et il est très difficile de répondre à cette question. Il y a une seule chose qui est sûre lorsqu'on lit le guide de lecture, c'est que en fait, la certification Calliope ne s'impose pas aux sous-traitants. Par contre, le prestataire doit s'assurer que le sous-traitant est en phase et respecte la certification nationale. Très bien. Et c'est la même chose par rapport aux sous-traitants ou même des organismes, des formateurs indépendants, pardon, qui animent des formations en CPF? Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vous invite pour avoir une bonne lecture. On parle ici de l'indicateur 27 où il est clairement écrit: cela ne signifie pas une obligation de certification des sous-traitants. Donc, je crois que le guide est très clair sur ce point-là. Il n'y a pas d'obligation de certification pour les sous-traitants. Très bien, très bien. Écoute, c'est très clair. Je te remercie. Alors maintenant, quels sont les quatre actions, les quatre domaines d'activité qui sont en fait ciblés par Calliope? Je crois qu'il y Aujourd'hui, en a il y quatre. en a quatre qui sont définis dans les arrêtés et les décrets. L'organisme de formation, le premier, centre de formation par apprentissage. Donc là, on fait référence à tout ce qui est CFA. Il y a également la prestation de bilan de compétences et la dernière qui est la VAE. D'accord. Alors, quelques petites précisions par rapport à la formation professionnelle, hein, tout ce qui touche les organismes de formation. La formation certifiante, ça fait bien partie en fait de cette activité. Oui, D'accord, ok. ça peut aussi faire partie éventuellement des CFA, mais ça fait, et ça peut, la formation certifiante peut aussi faire partie de la partie VAE. Très bien, ok. Et dans ces cas-là, si je suis sur des activités de formation certifiante, je crois qu'il y a des indicateurs qui sont ciblés par rapport à cette activité-là, hein. Oui, tout à fait. Si l'organisme devait, en tous les cas, développer des prestations qui concourent à l'obtention de certifications professionnelles, eh bien, il y a trois indicateurs spécifiques qui sont suivis. Il y a le 3, il y a également le 7 et le 16, en sachant que pour l'indicateur 7, la VAE n'est pas concernée. Très bien. Toute petite question aussi que j'avais eue à un moment donné, c'était la liste des pratiques professionnelles. Tu sais, tout ce qui touche les postures professionnelles, les relations d'aide, etc., qui sont aujourd'hui dans le domaine des activités des organismes de formation. Ça fait aussi partie de cette activité, formation professionnelle? J'ai déjà pu auditer un organisme qui avait ce type de prestation, tout à fait. D'accord, ok, très bien. Ok, ok. Euh, Alors, je suis aujourd'hui uniquement dans l'activité formation professionnelle. Et j'envisage en fait de développer de la VAE, et ça début 2021 par exemple. Comment ça se passe pour moi si je veux avoir une activité certifiée par Calliope en VAE? Il y a plusieurs alternatives. La première est de dire aujourd'hui, je suis un organisme de formation, donc je suis sur la catégorie formation professionnelle et je me fais certifier. En tous les cas, je tente d'obtenir la certification sur cette catégorie d'action spécifique. Et lorsque je serai prêt pour développer une activité de VAE, je ferai une demande d'extension de ma certification. Ça, là aussi, c'est clairement précisé dans les textes. Donc, c'est une démarche que l'on peut mettre en place. Maintenant, si l'activité de VAE est aujourd'hui clairement définie et que en fait, l'organisme est pratiquement, je dirais, dans les starting blocks pour la lancer, il peut envisager de se soumettre à la certification lors de l'audit initial, si tant est toutefois qu'il soit prêt et que tous les éléments puissent être audités. D'accord. Alors, à contrario, je fais déjà des activités VAE et je décide en fait d'arrêter aujourd'hui
Donc, je vais finir mes actions de VAE d'ici 2-3 mois. Calliope m'oblige en fait à être aussi éligible en VAE tout de suite, ou est-ce que je peux l'exclure, cette activité? Non, non, parce qu'en fait, Calliope, bon, indépendamment d'un changement possible de date, lorsque le gouvernement aura légiféré, ce qu'il faut voir, c'est que si l'activité de VAE devait s'arrêter avant la fin de l'année, il n'est pas nécessaire de demander la certification sur la catégorie VAE si je compte l'arrêter. Je continue tel que je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut simplement demander à être certifié sur une autre catégorie d'action que celle de la VAE. D'accord, très bien. Alors, une autre situation, je suis CFA historique aujourd'hui. De quelle manière Calliope s'impose pour moi? Je n'ai pas entendu la question, Christophe, pardon. Alors, je suis CFA historique. Donc, Oui. depuis de nombreuses années, je fais de la formation en apprentissage, de l'apprentissage. À quel moment, en fait, Calliope se met en mode obligation? Pour les CFA historiques, à ce jour, ils bénéficient d'un délai supplémentaire d'1 an par rapport au nouveau CFA, donc D'accord, au ok. 31 décembre 2021. Ok, donc on verra si effectivement les nouvelles dispositions réglementaires vont nous amener en fait à reporter cette date ou pas, hein, Tout à j'imagine. fait. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ces différents points d'interrogation. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'un nouvel entrant? J'ai entendu parler d'un certain nombre de choses. Je pense que je crois qu'il y a évidemment la notion, la définition d'un nouvel entrant. On pourrait peut-être préciser les choses, Marc, sur ce point-là, s'il te plaît? Ben, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nouvel entrant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que ça s'applique lorsque j'ai un nouveau NDA. C'est-à-dire que si je suis aujourd'hui un organisme de formation avec un NDA et que je demande la certification pour la catégorie action de formation et que je me lance dans la VAE, je ne suis pas un nouvel entrant dans la VAE. Je suis en fait un organisme qui a une nouvelle activité. Le nouvel entrant vraiment s'applique lorsqu'il s'agit d'un nouveau NDA. D'accord, très bien. OK. Bon, alors maintenant, on va passer en fait à la situation des cas d'organismes de formation qui sont aujourd'hui qualifiés au PQF, donc qui sont en fait ont été qualifiés par notre association. Alors, est-ce que ça me donne des droits par rapport à Calliope, cette situation-là? Bon, en fait, je ne sais pas si ça donne des droits, mais comme, étant donné que le label, enfin, en tous les cas, la qualification PQF est reconnue par le CNEFOP, ceci permet à l'organisme qui va demander un audit initial de bénéficier d'un audit initial aménagé, donc avec un nombre d'indicateurs restreint. Par contre, ce nombre d'indicateurs restreint ne s'applique que lors de l'audit initial. Pour ce qui est de l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, là, par contre, l'organisme est audité sur l'ensemble des indicateurs qui lui sont applicables. D'accord. Donc, en fait, les indicateurs communs qui sont concernés par les organismes au PQF, on peut peut-être les citer? En fait, ils sont à l'écran, hein, c'est ceux que l'on peut voir ici, en sachant que ça, ce sont les indicateurs communs. Et après, on va regarder aussi quels sont les indicateurs spécifiques qui peuvent être applicables au prestataire en fonction de sa situation. Exemple, les indicateurs relatifs aux certifications professionnelles. D'accord, très bien. On a, par rapport au slide précédent, on avait en fait sur l'un des slides un lien qui s'appelle guide de lecture. Donc, le guide de lecture est téléchargeable, sera téléchargeable par rapport à notre slide, hein. Il est disponible dès maintenant sur le site du ministère du Travail. La dernière version a été émise le 28 février 2020. Oui. Et donc, je crois que de toute façon, si les gens n'ont pas pu noter en fait les indicateurs communs, ou tout du moins les précisions entre les indicateurs spécifiques et communs, je crois que tout est marqué sur le guide de lecture, hein.
Oui, tout est clairement précisé dans le guide de lecture. Je me permets de répondre à une question que je vois. NDA, Christophe, que veut dire le NDA? Numéro de déclaration d'activité. Voilà, Voilà. qui est indispensable pour pouvoir exercer l'activité de formation en France. Très bien. Et c'est en fait déclaratif, hein, c'est pas, ça ne donne pas droit à quoi que ce soit. Alors, une autre chose aussi, tu en as parlé, je crois, mais j'insiste sur la liste des labels qui permettent en fait d'avoir cette audit allégé et est indiqué sur le lien que je montre à l'écran. Voilà. Mhm. Maintenant, excusez-moi pour la petite fenêtre que je viens d'enlever. Voilà. Alors, Datadoc, est-ce que c'est l'équivalent de ce qu'on vient de voir avec tous les gens qui sont qualifiés ou certifiés par la liste du CNEFOP, comme les Non, gens qui non, sont ISU? ne confondons pas. Datadoc n'est pas une certification, n'est pas un label, n'est pas une qualification qui sont reconnues par le CNEFOP. Donc, un organisme aujourd'hui, ou un prestataire, pour reprendre les termes du guide de lecture, un prestataire aujourd'hui qui est datadocké comme de très nombreux, eh bien, en fait, bénéficiera d'un audit initial complet. D'accord, très bien. Pour revenir, excusez-moi, c'est un petit peu brouillon, mais avec les conditions techniques, c'est un peu plus difficile pour nous. Pour revenir en fait aux organismes OPQF, lorsque je fais un audit, lorsque mon audit de surveillance se réalise, est-ce que je suis là encore sur des indicateurs, enfin, certains indicateurs sont allégés ou pas? Non, Est-ce que non, hein, je l'ai précisé, je le excusez-moi. reprécise, c'est important. L'aménagement ne concerne que l'audit initial. L'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, par contre, là, les prestataires seront audités sur l'ensemble des indicateurs qui lui sont applicables. Très bien, ok. Ok, ok. Alors maintenant, concernant en fait la, la vie que l'on va avoir par rapport à une certification Calliope, on a en fait un certain nombre d'étapes. Donc la première étape, c'est une étape évidente, mais il faut effectivement demander à l'organisme certificateur, en l'occurrence l'ISQ pour les gens qui veulent le faire avec l'ISQ, de demander un devis. Donc on a pu voir effectivement cette étape-là. Une fois que mon devis est accepté, à partir du moment où en fait vous acceptez les conditions de réalisation d'un audit avec l'ISQ, il y a donc un certain nombre de choses qui se mettent en place. Est-ce que tu pourrais nous le préciser, Marc? En fait, qu'est-ce qui se met en place? C'est-à-dire alors déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette période qui est effectivement d'un point de vue sanitaire particulièrement difficile et triste pour nous tous, nous permet d'un autre côté, et on essaye de voir un petit peu le côté positif de tout ça, ça nous permet avec un renforcement de nos ressources en télétravail de pouvoir rattraper un petit peu le retard que nous avions pris sur l'établissement des propositions. Donc là, c'est le côté positif. Une fois en fait que le contrat est validé et que la période d'audit est je dirais, pré-identifiée, et ensuite, tout peut aller très vite. Par contre, aujourd'hui, il est vrai que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir donner des dates précises d'audit, ne sachant pas, en fait, à partir de quelle date nous serons en mesure de reprendre des audits initiaux présentiels. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande incertitude sur les plannings. Tu en as parlé au début en expliquant un petit peu quelles seraient les règles qui vont prévaloir lorsqu'on pourra reprendre une activité normale. Et je vais passer un message parce que je vois pas mal de questions sur nous sommes au PQF et notre date de fin de qualification approche. Sachez aujourd'hui que l'ISQ est en contact très étroit avec différentes autorités pour que l'on puisse apporter une réponse officielle dans les meilleurs délais. Donc, nous ne peut pas en dire plus aujourd'hui, mais sachez que nous sommes particulièrement mobilisés pour trouver une solution face à ces problématiques de date et de blocage des audits initiaux.
Tout à fait. Je crois que certaines organisations professionnelles sont aussi très, Oui, nous ne sommes pas les seuls. voilà, tout à fait, et qui sont très sensibles en fait à ces situations qui sont de toute façon des situations que personne ne peut maîtriser aujourd'hui. Et donc, en fait, la seule réponse qu'il pourrait y avoir, ce sera en fait des évolutions certainement réglementaires par rapport à ça. Très bien. Ok. Eh ben, écoute, ah oui, peut-être une question qui, pour certains, peuvent être problématiques ou tout du moins s'interrogent. Il est possible que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, certains organismes se rapprochent de d'autres organismes. La certification Calliope, elle est transférable vis-à-vis d'un autre organisme? Il est particulièrement difficile de répondre aujourd'hui à ce type de questions sans connaître exactement quelle sera en fait la nature du rapprochement, la nature ensuite de la structure capitalistique, quel va être le NDA qui va rester. Donc, ceci en fait relève d'une réponse au cas par cas. Si deux organismes de formation avaient chacun, l'un comme l'autre, un NDA, il y aura forcément, s'il y a une fusion, un rapprochement, plus qu'un seul NDA applicable. Donc, c'est le NDA qui porte la certification et donc ça pourra fonctionner. Mais là, j'irai loin de moi la volonté de donner une réponse générale pour tout, c'est au cas par cas. D'accord, ok, très bien. Une petite précision aussi qui nous est souvent posée sur le certificat. Quels sont les éléments qui apparaissent sur le certificat? Il y a d'une part la catégorie d'action pour laquelle je suis certifié et à minima également les sites qui sont couverts par la certification. Très bien, ok, parfait. Ok, donc je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, la préparation de l'audit, comment ça se passe, Marc? Il y a un certain nombre de choses. Premièrement, je pense que le gros travail, il est évidemment à produire au niveau de l'entreprise de formation. On peut avoir un audit blanc programmé, on peut avoir un accompagnement par l'ISQ. Comment c'est Alors, on organisé va tout ça? clarifier un petit peu ce que peut faire et ne fait pas l'ISQ. L'ISQ, déjà, n'a pas vocation, n'a pas le droit d'apporter du conseil. Ça, c'est quelque chose qui est important. On peut peut-être apporter une lecture différente ou je dirais la bonne lecture du référentiel, mais ça se limitera à ça. Maintenant, en termes le seul accompagnement, je pense que c'est une question de vocabulaire que nous proposons, c'est de réaliser en amont de l'audit initial un audit blanc ou un pré-audit qui permet en fait de réaliser dans des conditions proches d'un audit initial eh bien, un état de la situation de conformité pour chacun des indicateurs qui sont applicables à l'organisme. Donc ça, c'est le seul accompagnement que nous proposons. Pour autant, un auditeur de l'ISQ n'a pas vocation et n'est pas là pour préciser ce qu'il convient de faire pour être en conformité si je ne l'étais pas. D'accord. Je vois une question en fait. Comment dois-je procéder pour pouvoir obtenir un audit blanc? Et en fait, c'est lorsque l'entreprise, le prestataire va demander un devis à l'ISQ, il a la possibilité de demander en même temps de bénéficier d'un audit blanc. Très bien. Ok. Pierre de Parfait. coup. Ok. Ok, alors on rappelle simplement que compte tenu de la situation actuelle, on peut faire les audits blancs à distance. C'est le seul cas où les audits peuvent être faits à distance, ce sont les audits blancs. On est bien d'accord, c'est défini dans les arrêtés et je rappelle qu'en fait, il y a une note de la DGEFP la semaine dernière qui a bien précisé noir sur blanc que les audits initiaux étaient aujourd'hui à réaliser en présentiel et que nous devions, et tous les certificateurs doivent les suspendre jusqu'au 15 avril, jusqu'à nouvel ordre. Très bien. La durée de l'audit blanc, peut-être que tu l'as dit, mais est-ce qu'elle peut… Quelle durée doit-elle faire? Normalement, elle ne devrait pas excéder la durée de l'audit de surveillance, de D'accord. Ok. mémoire.
D'accord. Ouais, je crois que c'est effectivement ce que j'ai lu dans nos réglementations. Ok, ok. Alors, la préparation de mon audit, qu'est-ce que je dois préparer en amont pour, ou mettre à disposition auprès de l'auditeur? Est-ce que je dois lui envoyer le dossier que j'ai préparé avant? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, en fait, une fois que l'auditeur a été une fois que l'auditeur a été assigné à un prestataire, donc l'auditeur va en fait prendre contact avec le prestataire, généralement poser quelques questions pour savoir si l'organisme est bien propos des certifications professionnelles, etc. Et à ce moment-là, l'auditeur va donc établir le plan d'audit qu'il va adresser en amont de sa visite au prestataire. Pour autant, on ne demande aucune préparation, on ne demande aucun document en amont de l'audit. Et c'est en fait lors de l'audit, après la réunion d'ouverture, que l'auditeur, avec le prestataire, va déterminer un échantillon d'actions qui se doit d'être en fait représentatif de l'activité du prestataire. Donc, il n'y a rien à préparer de spécifique. Moi, j'ai coutume de dire il faut être prêt, mais il n'y a rien à préparer de spécifique. Très bien, d'accord. Je fais juste une petite pause d'une seconde, mais continue, je t'écoute. Ok, pas de problème. Donc, en fait, petite précision aussi, lorsque l'on a préparé en fait ces points-là, je crois que l'intégralité des preuves, l'auditeur n'a aucune obligation et encore même droit en fait d'emmener les preuves. Toutes les preuves sont à mettre à disposition de l'auditeur, mais ce sont en fait des éléments qui restent au sein en fait de l'organisme de formation. C'est une question importante, hein. Il est clairement précisé dans les arrêtés que le prestataire s'engage à mettre à disposition de l'auditeur tous les éléments de preuve que l'auditeur pourrait être amené à lui demander. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout, en fait, vos éléments de preuve, ça peut être un mail, ça peut être un document, ça peut être un déroulé pédagogique, un dossier de suivi pour de la VAE, ça va être un document de JPO pour ceux qui font de l'alternance en apprentissage en contrat pro, ça peut être un poster, enfin, tout peut avoir élément de preuve. Pour autant, et tu as raison, l'auditeur ne prendra aucun document avec lui, aucune photocopie, aucune photo, il ne va pas prendre de film. Par contre, il a une obligation, c'est de noter avec précision tous les éléments de preuve qui lui permettent de pouvoir positionner et faire sa recommandation à l'issue de l'audit. Donc, il est vrai que lors de l'audit, il y a un temps certain qui est dévolu à la prise de notes par l'auditeur. Très bien. Une autre chose aussi par rapport à la préparation de l'audit, tout ce qui touche en fait les dates de formation, les tarifs, sur quel document devons-nous indiquer ces éléments-là, ces précisions-là? Là, ça relève du conseil, donc j'aurais du mal à répondre. Par contre, la seule chose que je puisse dire, c'est que l'auditeur va devoir s'assurer, en lien avec le critère 1 et plus particulièrement l'indicateur 1, qu'il y a une communication qui est effectuée sur les tarifs. Très bien. OK. Une autre chose aussi, lorsque j'ai en fait plusieurs activités et j'ai plusieurs sites, je prends l'exemple de l'activité VAE, je la fais en fait sur un seul site. Par contre, j'ai 7 sites en France qui seront en fait certifiés, enfin que j'ai l'intention de certifier au niveau de Calliope. Est-ce que je dois préparer en fait cette activité VAE partout? Bah, là, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on parle en fait d'organismes multisites, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et pour ce qui est d'un audit multisite, eh bien en fait, s'il y a un échantillon d'actions qui doit être réalisé lors d'un audit sur Unisite, on va également être amené à effectuer un échantillonnage sur le nombre de sites à auditer. Si d'aventure je n'avais de la VAE que sur un de mes sites
et que je souhaite pour autant obtenir la certification pour la VAE, il est clair que l'auditeur ne pourra se concentrer sur la VAE que sur le site où elle est aujourd'hui clairement produit. D'accord. Je ne peux Ok. pas l'auditer de la VAE sur un site qui ne proposerait pas cette prestation. Très bien. Ok. Parfait. Ensuite, en fait, le déroulé de l'audit. Alors, une fois qu'on a bien préparé son dossier, l'ensemble de ses dossiers, l'ensemble de ses preuves, on a vérifié en fait si on est OK, en conformité, on démarre l'audit. Donc, ça va se passer comment? On a en fait un planning qui nous est transmis, les dates sont coordonnées avec l'organisme de formation. Comment ça se passe, Marc? Alors, l'auditeur donc qui est missionné, va prendre contact avec le prestataire et son représentant, en tous les cas le contact pour ce qui est de la mise en place de l'audit. La date ou les dates sont déterminées et donc en amont de l'arrivée de l'auditeur, le prestataire va recevoir un plan d'audit qui précise en fait quels sont les indicateurs sur lesquels le prestataire va être audité et un rappel également des catégories d'actions qui ont été choisies. Et derrière, il y a normalement, en même temps, dans ce plan d'audit, un timing qui est envisagé par l'auditeur, en sachant que lorsque l'auditeur va se présenter dans les locaux, il y a plusieurs temps forts sur un audit. Il y a d'abord la réunion d'ouverture, où l'auditeur va se présenter, où les interlocuteurs qui seront amenés à être sollicités ou qui pourront intervenir vont se présenter. On va à ce moment-là valider ou revalider le plan d'audit et derrière ça, il y a toujours aussi un temps qui est dévolu à la présentation par le prestataire de sa structure. Qu'est-ce qu'il fait, qui il forme, selon quelle modalité pédagogique. Donc, ce moment de présentation est important puisqu'il doit aider l'auditeur à pouvoir se faire une idée claire et précise de la structure qu'il va auditer. Et c'est à l'issue de cette présentation, éventuellement d'une séance de questions-réponses qu'il pourrait y avoir, que l'auditeur sera amené à déterminer quel va être l'échantillon représentatif des actions qu'il va pouvoir utiliser comme fil rouge lorsque nécessaire et applicable pour l'audit. Alors ça, c'est la première partie. Et ensuite, nous avons le déroulé. Donc, on va auditer indicateur par indicateur. On va auditer éventuellement catégorie par catégorie, suivant le type d'audit qui est proposé. Jusqu'à arriver, eh bien, juste avant la fin d'audit, l'auditeur va prendre un temps pour lui pour mettre à jour ses notes et pouvoir s'assurer que tout est clair et également pouvoir rédiger quels seraient les explications des non-conformités qu'il aurait potentiellement rencontrées. Et vient en toute fin la réunion de clôture où là, eh bien, on va réunir toutes les personnes qui doivent y assister et l'auditeur va à ce moment-là pouvoir énoncer indicateur par indicateur quel est l'état de conformité de chacun des indicateurs et en expliquant si tel devait être le cas, pour quelles raisons il y aurait une non-conformité majeure et ou une non-conformité mineure. D'accord, ok. Une question aussi qui revient souvent, c'est lors de l'audit, le dirigeant doit-il être présent sur l'intégralité de l'audit? Le dirigeant peut être présent s'il le souhaite et peut aussi déléguer la réalisation de l'audit à la personne de son choix. Ça dépend de la taille peut-être. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que les réponses qui seront données le jour de l'audit engagent la structure. Donc, soit le dirigeant a confiance en ses collaborateurs et c'est parfait, soit il préfère être présent. On n'a pas de conseils à donner et j'ai vu tous les cas de situation. D'accord, ok. Certains organismes de formation ont des activités inter et intra, d'autres sont exclusivement en intra, d'autres sont aussi en présentiel ou à distance. Est-ce qu'il y a des particularités à avoir par rapport à ces situations-là? Non, les modalités pédagogiques que tu as évoquées sont simplement celles que c'est le quotidien de tous les organismes prestataires aujourd'hui, de l'intra, de l'inter, distanciel.
on fait de la visio, on ne fait pas de visio, on a du e-learning. Donc, chaque organisme a ses modalités pédagogiques qu'il a pu mettre en place en fonction de ses besoins et éventuellement des demandes des clients. Il n'y a pas rien de spécifique, si ce n'est que lorsque l'on sera amené à choisir des échantillons d'action, ce qui serait intéressant, c'est que eh bien, l'auditeur va devoir prendre un échantillon représentatif. C'est-à-dire que s'il y a 30% de formation intra, je ne peux pas ne pas auditer sur des actions d'intra. D'accord, ok, très bien. Toujours au niveau de l'audit, on a des questions qui tournent autour de la comptabilité. Donc, certains clients nous disent j'ai une comptabilité analytique. Est-ce que l'auditeur va venir regarder cette comptabilité analytique? Qu'est-ce qu'on va voir en fait à ce niveau-là? De toute façon, ce qu'il faut, il y a deux éléments. Le premier, c'est que lorsqu'on va établir le devis et le contrat, on demande un certain nombre de documents qui sont listés par l'arrêté. Donc, on va avoir ces éléments-là. Pour autant, je ne suis ni contre le URSSAF, ni de la répression des fraudes. Enfin, voilà, donc je n'ai pas à aller regarder la comptabilité analytique d'un organisme de formation. J'ai le BPF à disposition, qui est un des éléments là aussi demandés. Je pense que c'est largement suffisant. D'accord, ok. Une autre chose aussi, certaines entreprises de formation se proposent de faire un échantillonnage pour faciliter le travail de l'auditeur. C'est possible ça? Dans tous les cas, c'est une intention que l'on peut apprécier et c'est l'auditeur à l'issue de la réunion d'ouverture et à l'issue de la présentation qui déterminera l'échantillon. Et je vois une question, pouvons-nous avoir une idée du contenu d'un plan d'audit? Un plan d'audit, en fait, ne fait que reprendre et lister les indicateurs sur lesquels l'audit portera. D'accord, très bien. Ni plus Merci ni moins, rien d'autre. Ok, parfait, parfait. Très bien. On a fait le tour de cette partie-là. Je te propose de passer à la slide suivante. L'accueil des personnes en situation de handicap. Alors, il y a plein de questions qui sont posées autour de ça. L'une des questions, je ne suis pas en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Dois-je repousser la date de mon audit, changer de locaux pour pouvoir en fait obtenir la certification Calliope? Enfin, c'est vrai que la notion de handicap revient très souvent et je peux constater sur le terrain que c'est un sujet de préoccupation. Pour autant, le référentiel national qualité n'impose pas que les locaux, lorsque j'ai les locaux, bénéficient d'une accessibilité PMR, en sachant que le handicap va bien au-delà du simple handicap de mobilité. Je crois que le RNQ, lui, attend simplement que l'on puisse informer en toute transparence un bénéficiaire potentiel ou un financeur potentiel de l'accessibilité des prestations que j'offre aux personnes qui souffriraient d'un handicap quel qu'il soit. Donc, c'est surtout un devoir d'information, mais non pas de devoir changer de locaux. D'accord, ok, oui. Donc ça doit pouvoir se loger un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation-là, compte tenu parfois de l'historique des locaux qu'ils ont. Même chose pour l'ERP, ça se passe comment? L'auditeur va vérifier si les locaux sont ERP? Nous sommes sur un audit de qualité. On n'est pas ici pour auditer si le bâtiment est ERP, quelle catégorie, est-ce qu'on est sur du 5, est-ce que les portes sont bonnes, etc. Je crois qu'il ne faut pas se tromper et donner plus d'importance à des indicateurs en lien avec le handicap que ce qui est marqué dans le référentiel. Nous avons un devoir d'informer sur l'accessibilité de nos prestations des personnes qui souffriraient d'un handicap, quel qu'il soit. Il y a des commissions de sécurité qui vont aller vérifier les bâtiments ERP. Je ne fais pas partie d'une commission de sécurité en tant qu'auditeur. D'accord. Alors, en extrapolant aussi, je loue des salles de formation à l'extérieur pour pouvoir faire des formations, par exemple, longues sur 300, 400 heures
sur une même formation, on a les mêmes obligations que si on était en fait au sein de notre site identifié sur Kajabi. Là, on sort en fait carrément du RNQ. C'est que si je loue des salles, je dois simplement m'assurer que je serai couvert en cas de problème. Donc, pour moi, c'est une question d'assurance et de savoir si la salle et la destination de la salle permet d'assurer une prestation. Mais ceci n'est pas en lien avec le RNQ. D'accord, très bien. OK, parfait. On passe aux preuves là maintenant. On en a déjà un peu parlé. Tu peux peut-être introduire cette partie-là et on a un certain nombre de questions autour des preuves. Ça nécessite effectivement beaucoup d'éclaircissements. Les preuves, en fait, lorsque l'on choisit un échantillon, on va demander au prestataire de nous expliquer comment est-ce qu'il fait quelque chose, comment est-ce qu'il communique, etc., etc. Et une fois que l'auditeur a compris quel peut être le process qui a été expliqué, on va demander, ok, très bien, j'ai compris comment vous faites. Maintenant, démontrez-moi par des éléments matériels que ce que vous me dites faire, vous le réalisez réellement. Et donc là, on va aller chercher des éléments de preuve. Si on prend l'indicateur 1, on peut se référer au site Internet, à une proposition commerciale, à un programme de formation. Je pense que le référentiel est suffisamment bien fourni en exemples de preuves potentielles et c'est ce que va tenter d'observer l'auditeur en sachant que l'échantillon doit se veut représentatif. Donc, la question est après que l'on peut se poser, c'est si j'observe une preuve sur une action, quelle est la certitude que je pourrais avoir que ceci soit bien réalisé sur toutes les actions. Voilà. D'accord. Peut valoir OK. élément de preuve. OK. Imaginons le jour de l'audit ou la veille, et pendant l'audit, j'ai une coupure Internet ou j'ai un empêchement très très important qui m'empêche en fait de pouvoir fournir toutes les preuves que je voudrais. J'ai une excuse dans ces cas-là? Non, non, il n'y a pas d'excuse. Il est vrai qu'il est clairement écrit dans les arrêtés que le prestataire s'engage à mettre à disposition de l'auditeur les éléments de preuve qu'il pourrait solliciter et l'audit se termine lorsque l'auditeur s'en va après la réunion de clôture. Donc, il est impossible de produire des éléments de preuve a posteriori. Et donc, si effectivement Internet ne fonctionne pas, donc que mon ERP est inaccessible, qu'il y a une inondation et que ma cave et mes archives ont pris l'eau la veille, l'auditeur, lui, sera amené à devoir sanctionner, et j'aime pas trop le terme, mais en tous les cas de porter une non-conformité majeure ou mineure en fonction des éléments de preuve qui pourraient manquer. D'accord. Les éléments de preuve, doit-on les fournir uniquement sur des actions qui sont terminées? Alors, il n'y a pas de règle, parce que d'une part, pour certains organismes que nous sommes amenés à auditer, il y a des actions qui ne sont en fait pas terminées. Donc, il est vrai qu'on va plutôt s'intéresser à des actions qui, en fait, seraient plutôt récentes et terminées, si tant est que ceci s'applique, en sachant que il serait peut-être malvenu de remonter à une date avant l'été 2019 puisque les décrets et arrêtés n'étaient pas encore sortis. Maintenant, c'est à l'auditeur d'étudier l'échantillonnage en fonction des actions qui sont en place et de leur temporalité. Il y a un nombre de preuves à apporter par indicateur? Non, non, il n'y a aucun nombre de preuves. On peut apporter autant de preuves que nécessaire ou que l'auditeur pourra trouver et ou estimer devoir trouver. D'accord, ok. L'antériorité, en fait, on remonte idéalement jusqu'à quelle période? Comme je l'ai précisé, là, ça, tout dépend en fait des actions et de la temporalité des actions de l'organisme prestataire. Maintenant, dans l'idéal, remonter à avant l'été 2019 me paraît pas forcément bienvenu puisque les décrets sont sortis à l'été 2019. D'accord, ok. Il y a certains organismes de formation qui avaient été audités sur d'autres labels, les labels du CNEFOP. Je rappelle ce que c'est les labels du CNEFOP. Ce sont les labels qui permettaient, dans la loi précédente, d'avoir une possibilité d'être identifié comme un organisme qui avait une qualification qualité et qui permettait d'éviter de remplir l'intégralité du document sur le
le site du Datadoc, hein, et on fournissait en fait le certificat. Donc c'est ça en fait la liste du CNEFOP, ce sont les labels qui permettaient en fait d'avoir cette exonération-là, voilà, cette possibilité-là. Ça permettait de fournir une preuve que l'organisme était dans le domaine de la qualité, répondait à des critères. En ce qui concerne en fait justement les indicateurs, lorsque j'ai jusqu'à maintenant fait un certain nombre de… J'ai essayé de faire respecter la qualité dans mon organisation d'opération, mais il y a certains éléments qui ont été mis en place avec des procédures qui étaient principalement orales, qui faisaient que on peut décrire que oralement en fait ça se passe comme ça. Est-ce que ce sont aussi des éléments de preuve, Marc? Les paroles passent, les écrits restent. Donc, nous sommes là pour trouver des éléments factuels et on ne peut pas en audit se contenter d'une explication orale sur dire voilà comment nous faisons ou voilà. Non, on est sur voilà comment je le fais, je peux le démontrer avec des éléments concrets matériels. Ok. Un déroulé pédagogique, hein, pas un programme de formation, mais un déroulé pédagogique, fait-il aussi partie d'éléments de preuve, par exemple? Il peut faire partie comme tous les éléments de preuve potentiels qui sont déjà précisés dans le RNQ. D'accord. Une participation à un salon, par exemple? Ce peut être un élément de preuve, sans que je puisse prouver que j'y suis allé. D'accord. Un synopsis ou un document qui permette d'écrire un certain nombre de choses? Tout peut, je dirais, présenter une valeur de preuve. Maintenant, il faut voir de quel indicateur on parle et de voir dans quelle mesure ceci peut être retenu comme un élément de preuve. Donner une réponse générique me semble très hasardeuse et risquée. D'accord, très bien. Peut valoir élément de preuve au même titre qu'un poster dans un CFA qui précise un certain nombre de règles sur la citoyenneté. Pourquoi pas? Ok, je comprends. Lorsque l'auditeur nous détermine en fait un échantillonnage, est-ce que je peux contester, refuser comment que j'ai en fait un peu de marge par rapport à ça? Alors, je sais pas, j'ai envie de dire, il faut que le prestataire se mette dans l'esprit et à la place de l'auditeur. Comment est-ce qu'un auditeur pourrait interpréter le fait qu'un prestataire refuse l'échantillon qui est demandé? Si je refuse l'échantillon, c'est que quelque part, il y a quelque chose on peut supposer qui ne va pas, sinon il n'y a aucune raison. Donc, non, on ne peut pas refuser l'échantillon qui pourrait être choisi par l'auditeur. Et en tous les cas, ce serait particulièrement suspicieux. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a bien compris. Je te remercie, Marc. Concernant en fait l'échantillonnage des sites, alors, la définition de qu'est-ce qu'un site, je crois avoir compris que c'est le site qui est complémentaire au site identifié pour le NDA. C'est ça? En fait, le site, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un NDA va couvrir un ou plusieurs sites. Donc, si j'ai un NDA avec 10 sites de prestations, eh bien donc je suis un multisite avec 10 sites aujourd'hui. D'accord, ok. Si j'ai 2 NDA différents ou 10 NDA différents, j'aurai 10 audits indépendants. Ok, oui. Donc, ça nécessite effectivement de bien regarder comment est structurée l'organisme de formation et quelles sont les déclarations qui sont faites au niveau des NDA. Okay, Oui. parfait. Je crois avoir compris que certains réorganisent justement leur organisme de formation par rapport à ça, parce que sinon, ça ferait en fait un nombre d'audits Calliope très, très important. L'échantillonnage de sites, en fait, on le calcule comment ça se peut? L'échantillonnage, il est précisé qu'il s'agit de la racine carrée du nombre de sites arrondi à l'entier le plus proche. Ça, c'est marqué dans l'arrêté. Donc, voilà comment c'est déterminé. Ça, c'est sur la quantité. Et après, c'est un échange entre l'auditeur et le prestataire pour essayer de faire en sorte que les sites qui seront amenés à être visités soient représentatifs de l'organisme. Rappelle-moi, les sites qui sont visités, à quel moment on sait en fait quels seront les sites qui seront visités, ou à moins que ce soit une surprise?
tout est fait en amont avec l'auditeur de la mise en place de l'audit, où on va discuter du plan d'audit. Et pour les organismes multisites, le plan d'audit va également aussi pouvoir spécifier quels sont les sites qui seront audités. Mais donc là, ça se passe en amont en fait, de l'envoi du plan d'audit. D'accord. Donc, les éléments de preuve, il faut qu'ils soient sur le site audité. Après, sur le site, si on a un ERP, c'est dans le cloud, donc peu importe. Mais il est vrai que si j'ai audité un site et qu'il n'y a rien comme élément de preuve, ça me semble un peu compliqué. D'accord. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, évidemment, travaillent à distance, un salarié qui est dans son lieu d'habitation et donc il est présent, il travaille en continu en télétravail, c'est considéré comme un site, ça? Non, parce que là, j'ai peur qu'en fait, nous ayons de très nombreux multisites en France. Ok, ok. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas considéré comme un site. Ouais. D'accord, ok, très bien. Ok. Une autre chose aussi, j'ai des salariés, je sais pas, j'ai un centre de production administratif et logistique, mais par contre, je fais pas de formation. Ça, c'est un site. En fait, si c'est simplement, là aussi, on va regarder la nature du site, mais si c'est simplement un centre de stockage de matériel pédagogique, on ne peut pas considérer ça comme un site qui, en fait, on ne peut pas le certifier. Ouais. Si par contre, il y a des permanents, je crois que c'est un site. Hein. Oui, oui, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Ok. Donc, ça veut dire que si j'ai des indépendants sur certains sites qui viennent ponctuellement travailler sur ce site-là, mais pas de permanent, en fait, ça n'est pas un site. Mm. Ok. Une autre chose aussi, je démarre mon Digital et avant de démarrer, j'ai envisagé la fermeture d'un site, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fermé. Est-ce qu'il sera identifié en tant que site? Si j'ai un site que je compte fermer, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas en fait, exclure un site, c'est clairement indiqué dans les arrêtés. Donc, on ne peut pas exclure de site. Eh bien, le site fera partie de l'échantillon potentiel, sera potentiellement certifié. Et dans l'évolution d'une entreprise, eh bien, un site aura fermé, eh bien, ce site fermera. Et eh bien, la certification ne servira à rien, mais on ne peut pas exclure au moment de la certification un site qui existe et qui continuera à produire des prestations au moment de l'obtention de la certification. D'accord, ok, très bien. Parfait. Le choix des indicateurs. Le choix des indicateurs. Alors, bon, il y a des indicateurs qui sont communs, il y a des indicateurs qui sont spécifiques. Est-ce que les indicateurs spécifiques sont opposables en fait sur l'ensemble de mes activités de formation? C'est-à-dire, C'est-à-dire que je fais des formations certifiantes, par exemple, mais je ne fais pas que des formations certifiantes, je fais aussi des formations non certifiantes. Donc, les indicateurs qui sont spécifiques à la formation certifiante, sont-ils opposables aussi sur les autres formations dans ces cas-là? en fait, si je fais des formations qui intègrent certaines qui soient certifiantes, d'une part, les indicateurs spécifiques en lien avec les formations certifiantes seront audités. Et eh bien, on regardera uniquement pour les formations certifiantes les indicateurs spécifiques. Et bien sûr, on n'appliquera pas ces indicateurs spécifiques à des formations qui ne seraient pas certifiantes. D'accord, très bien. Par contre, si je suis avec des formations certifiantes et que je ne suis pas conforme sur ces formations certifiantes, est-ce que je peux malgré tout obtenir Calliope sur l'activité formation professionnelle? Non, parce qu'en fait, ça peut se corriger, mais aujourd'hui, la certification va porter sur une catégorie d'actions, y compris celle des actions certifiantes. Donc, on ne peut pas être conforme pour les non certifiants et donc, enfin, conforme pour l'un et non conforme pour l'autre. C'est la catégorie d'actions qui est conforme ou non conforme. D'accord, ok. Un organisme de formation traditionnel qui veut faire de l'apprentissage. On en avait parlé tout à l'heure, mais
je le rappelle, veut devenir CFA, enfin veut avoir une activité apprentissage. Donc, en fait, c'est évidemment possible, hein, mais avec un décalage. Il faut… En fait, si, alors, une nouvelle fois, soit il est prêt, auquel cas, eh bien, il demande ça dans son audit initial avec 2 activités, soit il souhaite se lancer dans l'apprentissage ultérieurement et postérieurement à l'obtention de sa certification, et auquel cas, il devra faire une demande d'extension. Très bien. OK, parfait. Une autre chose, des cas particuliers pour certains, ils sont UFA, Unité de formation d'apprentis. Donc, sont-ils obligés d'avoir Calliope avec la déclinaison apprentissage? Alors, parce Je que je crois que regarde en non, même hein. temps plein de questions qui arrivent dans tous les sens. Donc, dans le cas où en fait il y a une unité de formation en apprentissage, en fait Calliope sur la partie apprentissage est obligatoire évidemment pour Oui, oui, et en l'organisme. fait, on va auditer une nouvelle fois, c'est en référence avec le numéro de déclaration. On va regarder en fait si l'activité est aujourd'hui en conformité avec les indicateurs qui lui sont applicables. D'accord, ok. Donc en fait c'est non lorsque je suis simplement UFA. Si je suis CFA, je dois avoir Calliope avec la déclinaison apprentissage. Si je suis UFA, en fait, c'est le CFA qui porte la qualification Calliope et qui va devoir simplement vérifier si vous appliquez bien en fait, les dispositions obligatoires sur l'apprentissage, mais c'est pas, il n'y a pas de nécessité en fait, de passer par Calliope sur ce point-là. Parfait. OK. Eh bien, écoute, les non-conformités. Ah ben, ça, c'est un point important aussi, évidemment. Alors, la différence entre une non-conformité majeure et une non-conformité mineure. Bon, en fait, là, c'est surtout, alors d'une part, c'est précisé dans le référentiel quels sont potentiels, enfin, qu'est-ce que potentiellement une non-conformité mineure ou éventuellement majeure. C'est surtout en fait un impact sur le post-audit que nous avons ici. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'issue de l'audit, si on fait référence à l'ISQ, l'ISQ a 15 jours pour transmettre les fiches de non-conformité au prestataire qui était audité. Et s'il s'agit d'une non-conformité mineure, eh bien, l'organisme, le prestataire, lui, a 1 mois pour présenter son plan d'action correctif qu'il va soumettre à l'ISQ, et l'auditeur va donc consulter ce plan d'action, compléter éventuellement le document si nécessaire, et c'est en se basant sur ce plan d'action que l'auditeur pourra être amené à suggérer une levée de la non-conformité, en sachant que la mise en production du plan d'action, s'il est validé par l'auditeur, sera effectuée lors de l'audit de surveillance, et le prestataire a 6 mois pour mettre tout ça en production. Par contre, lorsqu'on parle de non-conformité majeure, là, l'obligation est un petit peu plus contraignante, puisque en fait, l'organisme prestataire a 2 mois pour présenter un plan d'action et le mettre en production, ce qui veut dire que l'auditeur va devoir, vérifier que le plan d'action permet de lever la non-conformité qui a été constatée, et surtout, il va devoir aussi s'assurer que la mise en production est effective. D'accord, très bien. Dans le cas où j'ai 5 non-conformités mineures, donc ça correspond en fait à une non-conformité majeure. J'ai quel délai en fait pour régler en fait ces 5 non-conformités mineures? En fait, on dit que 5 mineurs égale une majeure, donc on prend la majeure. On prend la majeure. D'accord, ok, parfait. Et si j'ai une absence de réponse sur une non-conformité mineure? S'il y a une absence de réponse, eh bien, ça devient à la limite. Enfin, je ne vois pas pourquoi, et je n'ai encore jamais vu une non-réponse sur une non-conformité. D'accord. Bon, bah, très bien. Donc, ok. Bon, bah, écoute, Marc, je te remercie beaucoup de toutes ces réponses. Est-ce que tu souhaites rajouter un point ou quelques points par rapport à ce qu'on a pu mettre en place?
et Non, je crois qu'on communiquer? a tout traité. J'ai vu beaucoup de questions et on n'a malheureusement pas pu répondre à tout, en sachant qu'on a déjà dépassé le timing. Est-ce que le TOEIC est considéré comme une formation certifiante? La réponse est oui. Voilà. Après, et sinon, une question sur les coûts. Les coûts d'audit sont en fait identiques, que l'on soit ou non qualifié. C'est simplement la durée qui va varier. D'accord. Une question que je vois aussi au débeauté, là, et pour le document unique fait-il partie en fait des éléments audités? Qu'est-ce qu'une catégorie d'action? Eh bien, vous avez, on les a présentés au début, il y en a quatre, hein, apprentissage, formation professionnelle, bilan de compétences et VAE. D'accord. Je posais une question sur le document unique, Marc. Oui, L'ODU, est-ce qu'il fait partie des éléments audités? on peut être amené à le consulter. J'ai déjà regardé. D'accord. Ok. Ça peut être un élément de preuve. Je n'audite pas le document en lui-même. Je regarde le document et je peux éventuellement en servir comme un élément de preuve. Mais je n'audite pas la conformité du document en lui-même. D'accord. Ah, j'ai une bonne question aussi. Comment peut-on prouver qu'on a suivi un webinaire? Voici une excellente, une excellente question et on vous remercie de me l'avoir posée. Alors, moi, j'ai une réponse, Marc. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui prouve que vous avez assuré ou vous avez en tous les cas pu assister à ce webinaire? Il est précisé, c'est d'une part le mail d'invitation, enfin votre inscription, le mail d'invitation et derrière le fait que vous puissiez recevoir les documents, que vous puissiez télécharger les documents, l'enregistrement et ou le PowerPoint qui va être proposé. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont faire que l'on puisse supposer que vous ayez réellement assisté au webinaire. Et c'est effectivement une question qu'on peut se poser sur d'autres éléments comme avoir assisté à un salon. Ok, parfait. Mais ce n'est Ok, pas un seul élément de preuve comme un webinaire n'est pas suffisant. On va regarder bien sûr plusieurs éléments. très bien. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Il est 13h13. Je voulais donc vraiment te remercier pour toute la disponibilité que tu as pu apporter à ce webinaire. Les conditions sont un peu plus difficiles que d'habitude et je m'en excuse par rapport à la qualité d'animation et notamment la difficulté qu'on avait de pouvoir se connecter et surtout en fait de manipuler l'intégralité des documents. J'espère qu'on a répondu au mieux en fait à toutes vos questions. Je voulais vous rappeler encore que l'ISQ est vraiment mobilisé en fait en cette période pour à la fois au mieux vous répondre. Donc, il y a une continuité de service sur le plan administratif, sur le plan du service client. Néanmoins, évidemment, les audits Calliope sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mais comme on l'a précisé tout à l'heure, on a quelques éléments de réponse de la part des autorités qui nous confirment que la date butoir pour Calliope sera décalée. On ne connaît pas cette date, mais je pense que c'était un point nécessaire et important et c'est sur ça que je conclus. Je vous souhaite en fait une bonne semaine. Restez chez vous surtout et puis gardez le moral. On va être tous solidaires par rapport à cette période-là et à très bientôt. Merci Marc. Ben, merci à tous et bon courage et à ceux que j'aurai le plaisir de voir à minima par Skype ou Zoom et autres solutions. Pour l'audit blanc, à très bientôt et bonne fin de journée. Ok, à très bientôt. Merci. Merci Bye. beaucoup.